Bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Vous écoutez le libre journal des sciences et des techniques, animé par votre serviteur Paul Devez sur Radio Courtoisie. Ce soir, dans cette deuxième partie d'émission, nous continuons d'auditionner le docteur Bernard Dalberg, qui est un candidat éminent pour cette émission, puisqu'il a écrit un livre dont je vous recommande l'achat, de Bernard Dalberg, avec Anne-Laure Barré. Le titre de ce livre, c'est Omerta dans les labos pharmaceutiques, confession d'un médecin dans Flammarion Enquête. Alors, je résume pour ceux de nos auditeurs qui prennent l'émission en route, le parcours professionnel de Dr Bernard Dalberg, qui est âgé de 56 ans, ancien interne d'hôpital de Paris, docteur en médecine de Paris 13, après 4 années d'expérience de la médecine générale, eh bien, il rentre dans l'industrie pharmaceutique où il travaille pendant 20 ans, dont plus de 15 ans de management. Il a expérimenté 4 laboratoires internationaux, 3 américains, 1 européen, et a été, en particulier dans la filiale MSD du laboratoire américain Merck. Alors, le docteur Dalberg a expérimenté lui-même les effets secondaires de médicaments. Alors, nous avons parlé dans la première partie d'émission du Vioxx, qui est un médicament qui est très contestable parce que il a été introduit en 1999 par Merck et retiré de la vente en 2004. Donc, il a été mis en vente pendant 5 ans. Et ce médicament a provoqué plus de 30 000 morts rien qu'aux États-Unis et, intéressant, aucun répertorié en France. Alors, le Vioxx est un peu, je dirais, le prototype des médicaments qui nous intéressent. Parce que, d'abord, il faut signaler que c'est un médicament totalement efficace pour ceux qu'il est censé soigner. C'est-à-dire, c'est un médicament qui fait disparaître les douleurs articulaires et beaucoup de personnes, même jeunes, commencent à souffrir de problèmes d'arthrose, de douleurs articulaires, enfin, en tout genre. Bon. Donc, vous preniez une pilule de Vioxx, eh bien, ça disparaissait et tout le monde se sentait bien, donc c'est absolument parfait. Le seul problème, c'est qu'il y a un prix à payer pour ça. Et ce prix à payer pour ça, c'est ce médicament antidouleur et anti-inflammatoire, qui a été utilisé donc contre l'arthrite notamment, a provoqué aux États-Unis plus de 160 000 crises cardiaques et attaques cérébrales. Et rien qu'aux États-Unis, serait à l'origine de plus de 30 000 décès. On parle de 40 000 morts. Aux États-Unis, Merck a accepté de régler à l'amiable les procès qui lui a été faits par les patients. Il y a 26 600 plaintes et 95% de ces plaintes ont été soldées par un montant forfaitaire de 5 milliards de dollars. En France, rien. Ce médicament, il est clair qu'il y a eu des victimes et nous sommes en 2014, donc très bientôt, la prescription décennale va disparaître. Donc toutes les personnes qui sont décédées, qui ont eu des crises cardiaques à la suite du Vioxx, premièrement n'ont pas été répertoriées, mais en plus, nous bientôt ne pourront plus porter l'affaire devant la justice. Et en parlant de cette affaire, le Vioxx, docteur Dalberg, est quelque chose que vous connaissez bien, puisque vous en avez été victime vous-même. Oui, j'en étais victime. Alors, c'est pas le fait que j'en sois victime qui est intéressant, c'est plutôt ce que ça signifie et ce que ça démontre. Je rappelle à tous nos auditeurs que j'étais, alors ça s'est produit en 2001, j'étais déjà à cette époque dans l'industrie pharmaceutique depuis plusieurs années, et j'avais vu déjà pas mal de méthodes de fonctionnement qui me posaient question. Étant moi-même atteint d'une maladie inflammatoire, je prends de manière chronique, hélas, des anti-inflammatoires, ces médicaments pour soulager le dos, les articulations. Et puis, à un moment, ça fait partie de mon activité normale, je pars dans un congrès. Et ce congrès se trouvait à l'île de Jersey. Et vous voyez, j'avais oublié mes médicaments et je souffrais terriblement. Donc, je n'avais pas d'autre solution que d'aller implorer auprès d'une pharmacie de cette île de Jersey, qui, je le rappelle, une pharmacie qui est une île qui est anglo-normande et qui est sous la juridiction de Sa Majesté de l'Angleterre.
Donc, allant là-bas, ma qualité de médecin ne me servant à rien, eh bien, on me dit, bah, écoutez, mon cher monsieur, il y a une seule chose que je peux vous proposer, c'est du Vioxx, parce qu'il y a un patient qui devait en prendre, et puis finalement, il en prend pas. Donc, je peux vous donner ça, mais rien d'autre. Alors moi, je l'accepte avec joie, vous voyez, parce que j'avais lu quand même, étant moi-même atteint par une maladie inflammatoire, j'avais lu toutes les publications extraordinaires qui avaient été publiées dans toutes les grandes revues de la littérature, dans toutes les grandes revues scientifiques qui ont pignon sur rue et pour lesquelles vous ne pouvez pas douter du fait qu'elles ne disent pas la vérité. Et effectivement, ce médicament semblait tenir ses promesses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, extrêmement efficace et avec très peu d'effets secondaires. Donc je prends ce Vioxx et je dois dire que j'ai été soulagé, mais très rapidement, plus qu'avec mes médicaments habituels. C'était vraiment un médicament presque miraculeux. Si vous voulez, je me sentais un autre homme. Et puis je reviens de cette activité professionnelle, je reviens en France et puis je me dis mais ça marche tellement bien cette boîte que je vais en racheter une autre et puis je vais continuer à en prendre parce que je me sens vraiment beaucoup mieux. Et puis au bout d'un mois, le coup classique pour ce genre de médicament, au bout d'un mois, brutalement, je perds l'acuité visuelle d'un œil. Je ne vois plus rien. Donc, je vais à l'hôpital en urgence. On me fait, je ne vais pas ennuyer de détails techniques et médicaux nos auditeurs, mais en gros, on m'injecte un produit dans une artère pour regarder le fond de l'œil, pour voir si mes vaisseaux sont bouchés, ce qui peut être une cause. Et c'était le cas. Et donc, je venais de subir une occlusion, c'est-à-dire une obstruction, un spasme artériel, ça n'existe pas en médecine, mais disons-le comme ça, d'une artère principale qui irriguait le fond de mon œil, donc la rétine, et donc je ne voyais plus rien du tout. C'est comme si j'avais eu une artère bouchée dans le cœur, comme si j'en avais eu une de bouchée dans le cerveau, mais en l'occurrence c'était l'œil. Par chance, au bout de quelques jours, je recouvre la vue et un deuxième contrôle montre que la circulation venait de se refaire. C'est-à-dire les tuyaux venaient de se rouvrir au fond de mon œil et ma rétine n'a pas trop souffert et j'ai pu de nouveau voir. Voilà, avec quelques séquelles, mais bon, qui sont en rien à voir avec une cécité définitive. La moralité de cette histoire, c'est que j'ai vécu un parmi tous les effets secondaires possibles du Vioxx, un problème vasculaire. Voilà, j'en suis pas mort, heureusement j'ai assez bien récupéré. Mais ce qui est à remarquer, c'est que moi-même, à l'intérieur du système... Et d'ailleurs, vous étiez employé de Merck à l'époque? Non, j'étais pas encore employé de Merck. Vous l'avez été par la suite? J'ai été par la suite. J'avais une confiance absolue dans les revues qui avaient publié le fait que ce médicament était très efficace, qui était vrai, et surtout pas dangereux du tout. Et voilà, donc j'ai eu cet effet secondaire. Donc ce qui montre bien, ça illustre le proverbe, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Oui, mais il faut bien se rendre compte que lorsque nous parlions des inconvénients des médicaments, il faut bien voir que pas mal de ces médicaments ont une efficacité pour la pathologie principale qu'ils désirent traiter. Le problème de cette efficacité, c'est qu'il y a un prix à payer. Il n'y a aucun médicament, à ma connaissance, qui soit complètement libre d'effets secondaires dits indésirés. Par exemple, prenons l'aspirine. Si vous prenez beaucoup d'aspirine, outre des saignements de nez et disons les possibilités d'atteinte de rupture d'anévrisme, si vous avez de l'hypertension et des vaisseaux fragiles, eh bien ça typiquement c'est connu pour ne pas faire beaucoup de bien à la paroi de l'estomac, par exemple. Ce sont des choses comme ça. Bon, donc il y a des effets secondaires et ces effets secondaires, eh bien c'est un prix à payer. C'est-à-dire vous avez une pathologie principale que vous voulez soigner et vous payez le prix d'être exposé au risque des effets secondaires. Seulement, ces effets secondaires ne sont pas toujours des effets innocents. Quand je dis effets innocents, par exemple, vous prenez un produit et vous avez des rougeurs ou des boutons ou des choses qui sont pas très importantes. Bon, c'est pas agréable. Vous avez une éruption cutanée. Bon, admettons. Mais certains de ces effets, c'est tout simplement la mort. Et je signale encore précisément l'autre livre dont je voulais parler aujourd'hui, à part celui du docteur Dalberg. Le docteur Dalberg, c'est Omerta dans les laboratoires pharmaceutiques, confession d'un médecin chez Flammarion. Vous avez un livre vraiment remarquable de John Virapen, dont le titre est Médicaments, effets secondaires, la mort. Les laboratoires nous trompent. Ce livre est un best-seller, une meilleure vente pour être
par les Français, mondial, et c'est dans les éditions du Cherche Midi. Et le docteur John Virapen était le directeur d'une grande société pharmaceutique, Lilly, et il a été tellement choqué parce qu'il a vu dans cette société qu'il a décidé de faire une espèce de confession publique en mettant disons, le monde en face de ce qu'il a connu. Alors, ce qui veut dire qu'il faut dire, chers auditeurs, que ne tombez pas dans l'excès de dire que tous les médicaments sont inutiles, ce n'est pas vrai. Ces médicaments, souvent, ils servent à quelque chose, mais certains d'entre eux sont excessivement dangereux. Et si vous avez une migraine, par exemple, vous aimeriez que cette migraine passe, vous prenez par exemple un cachet d'aspirine, et vous ne vous exposez pas à trop de danger en prenant ce cachet d'aspirine. Mais si chaque fois que vous deviez vous soigner d'une migraine, vous jouez à la roulette russe en ayant le risque de décéder dans des souffrances épouvantables ou d'un infarctus, vous réfléchiriez à deux fois, parce qu'il y a une question, je dirais, d'arbitrer entre deux risques différents. Le premier, c'est bien entendu le risque de la maladie dont vous souffrez, qui sera soigné dans le meilleur des cas par le médicament, et le deuxième, c'est le risque des effets secondaires qui peuvent être épouvantables. Alors dans le cas du Mediator dont nous avons parlé, ce Mediator était utilisé comme coupe-faim, alors qu'en réalité c'était présenté comme un produit antidiabétique pour lequel les effets étaient pas établis, mais peu importe, il a été mis sur le marché et il a été utilisé comme coupe-faim, et il a provoqué une épidémie de crise cardiaque, de gens qui sont morts ayant pris ce Mediator, parce qu'il faut dire que ça s'attaquait aux valves cardiaques, ce Mediator. Et bien entendu, ce qui est absolument hallucinant là-dedans, c'est que la société Servier a toujours nié que son médicament entraînait ce genre de séquelles, alors qu'elles semblent clairement établies. Et bien entendu, je ne veux pas rentrer dans le problème de la justice, parce qu'il y a une instruction judiciaire en cours, et le jugement, si il a lieu, devrait avoir lieu en 2014 ou 2015. Ceci est en cours. Par contre, pour d'autres médicaments comme le Vioxx, dont les effets toxiques et mortels ont été clairement établis, ce qui nous choque aujourd'hui, c'est que aux États-Unis, 26 600 plaintes, 5 milliards de dollars d'indemnités, en France, 0. Et ça veut dire par-dessus le marché, en plus de ces inconvénients des médicaments, il semblerait qu'il y ait un très sérieux problème sur l'identification des effets secondaires et sur leur traitement en France, sur la pharmacovigilance, sur le suivi des médicaments. Donc c'est un véritable problème de société que nous avons aujourd'hui. L'ancienne AFSAP, qui a été remplacée à la suite du scandale du Mediator par l'Agence nationale de sécurité du médicament ANSM, est un organisme qui se caractérise essentiellement jusqu'ici par son manque de réactivité. Il n'a pas réagi pour le Vioxx, il n'a pas réagi pour le Mediator, et bien entendu, on soupçonne, surtout c'était été établi dans l'ancienne agence, qu'il y ait une cascade de problèmes, de conflits d'intérêts pour les gens qui en faisaient partie. Alors aujourd'hui, c'est clair que par-dessus le marché, l'autorisation de mise sur le marché des médicaments ne dépend même plus pour une grande partie de l'ANSM, puisqu'elle est décidée par l'EMA, qui est un organisme européen, et beaucoup de gens ont dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait des soupçons qu'il y ait beaucoup, disons, d'influence, de lobby à l'intérieur de l'EMA. Ce qui veut dire c'est quelque chose où l'on ne peut même plus empêcher qu'un produit soit mis sur le marché. Par-dessus le marché, nous en avons parlé clairement dans la première émission, toute la responsabilité des études démontrant l'efficacité des médicaments est entièrement sous la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques. En gros, les laboratoires pharmaceutiques font ce qu'ils veulent, ils fabriquent un dossier, ils organisent les expérimentations, ensuite ils présentent ces expérimentations aux différentes agences, aux États-Unis, la Food and Drugs Administration en Europe, l'EMA et l'ANSM en France, et ensuite, une fois que c'est fait, un particulier, un organisme ne peut pas avoir accès aux données brutes, il y a très peu de manières de vérification. Donc on est dans une situation où, si jamais,
on a affaire à un laboratoire pharmaceutique qui n'est pas entièrement honnête, eh bien, ça tourne à la catastrophe. Alors, il y a des exemples où les laboratoires pharmaceutiques étaient parfaitement informés des effets secondaires néfastes et des dangers de leurs médicaments. Et ils n'ont rien fait. C'est quand même patent. Alors, est-ce que, si vous voulez, on peut encore avoir confiance, docteur Dalbert, dans les laboratoires pharmaceutiques? Oui, je pense que d'une manière globale, on peut avoir confiance, mais c'est un très petit nombre d'industriels qui jouent à ça. Mais effectivement, pour le grand public, pour les gens qui nous écoutent, c'est toujours problématique de se dire, mais je vais jouer à la roulette russe. Est-ce que le médicament que je prends est vraiment aussi efficace qu'on le dit? Et puis aussi, est-ce qu'il est aussi peu dangereux qu'on me le dit? Est-ce que ça va pas me laisser avec des séquelles ou carrément est-ce que je veux pas mourir? Alors, faut savoir qu'en France, une fois de plus, décidément, on se donne pas les moyens d'informer le public. Pas du tout. En Angleterre, par exemple, il y a un système qui s'appelle depuis des années, depuis quasiment les années 50, qui s'appelle le NICE. NICE, ça veut dire joli, mais ça correspond pas à l'acronyme du NICE. Mais chaque année, alors depuis les années 50-60, est éditée une brochure à destination du public, complètement, pas des médicaments, mais qui informe pour chaque médicament quelle est la place dans la prescription. Est-ce qu'il doit être prescrit dans telle maladie ou telle autre? Quels sont les risques avec l'état de la connaissance? Combien, avec des chiffres précis pour dire qu'est-ce que vous risquez? Oui ou non? Et aujourd'hui, bien sûr, c'est disponible sur Internet. Donc, ça veut dire que si on est un patient anglais, aujourd'hui, c'est assez facile, devant la prescription d'un médicament, de se faire une idée de la dangerosité de ce qu'on est en train d'avaler, avec l'état de la science du moment. Éventuellement, d'aller rediscuter avec son médecin pour lui dire ah non, il paraît, d'après le NICE, d'après ce que j'ai lu, qu'un autre médicament est tout aussi efficace et probablement mieux connu et moins dangereux. Bon, figurez-vous qu'en France c'est pas possible. En France, il y a une autorité dite HAS, Haute Autorité de Santé, qui publie des avis, mais qui sont très techniques à destination des médecins. Et effectivement, en général, cette HAS, qui est indépendante financièrement de l'industrie pharmaceutique, ce qui n'est au passage pas le cas de la NSM, puisque quand je vous dirais que plus de 70% du budget de la NSM est issu de l'industrie pharmaceutique pour examiner ces dossiers, parce qu'à chaque fois qu'un industriel amène un dossier, il est obligé de payer. Et quand je vous dirais que la HAS, c'est l'inverse, elle est financée sur les deniers publics à 75%, elle est légèrement plus objective, pour ne pas dire complètement objective. Et donc, elle émet des avis, mais qui sont extrêmement techniques. Alors bon, si vous connaissez un peu les techniques, les termes médicaux et autres, vous pouvez toujours aller vous promener sur le site de la HAS, et puis vous recherchez votre médicament, vous me tapez le nom, vous allez le trouver, puis vous verrez. Et la HAS a des recommandations extrêmement précises. Elle vous dit si votre médicament doit être utilisé en première intention, c'est-à-dire tout de suite quand vous êtes malade, ou s'il faut mieux utiliser un autre qui est mieux connu, aussi efficace et moins dangereux. Voilà les choses qui ne vont pas. Puis la deuxième chose, c'est surtout les conflits d'intérêts. Aux États-Unis, comme on le disait tout à l'heure, quand vous êtes appelé par la Food and Drug Administration pour donner l'autorisation dans le cadre d'une douzaine de personnes, premier point, d'abord ils sont 12, parce qu'en Europe c'est plutôt 1 ou 2. 1 ou 2? Eh bien oui, évidemment. En Europe, il y a 2 personnes maximum qui donnent leur avis pour l'autorisation d'un médicament. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Aux États-Unis, c'est 12. Et sur les 12, les 12 sont passés à la moulinette. Ils sont obligés de donner leur conflit d'intérêt. S'ils ont touché 200 ou 300 000 $, voire plus, d'un industriel pour lequel ils sont appelés pour donner l'autorisation ou pas, ils sont obligés de dire la vérité, parce que sinon, le jour où on s'aperçoit qu'ils ont menti, on va aller en prison. Donc tout le monde dit la vérité. Oui, c'est la peur du gendarme. Donc il y a moins de conflits d'intérêt aux États-Unis. Bon, je dis pas que le système est parfait, mais ils se sont donné des garanties. En Europe, c'est beaucoup plus simple. Vous avez 2 personnes. Vous avez un pays rapporteur, dit principal, puis un pays dit co-rapporteur, qui est le pays secondaire. Donc vous avez 2 experts et non pas 12. C'est déjà plus facile de traiter avec 2 experts que 12, qui doivent déclarer leur conflit d'intérêt, comme aux États-Unis. Mais sauf qu'il n'y a pas de sanction. Et un audit de l'EMA, cette fameuse agence qui donne les autorisations des médicaments aujourd'hui, il y a 2 ou 3 ans, a fait un audit interne et a démontré qu'au moins 20 ou 30% de ces dossiers étaient avec des experts qui avaient des conflits d'intérêts, qui n'étaient pas déclarés. And so what? Laissez-moi utiliser le terme. And so what? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on fait des sanctions? Est-ce qu'on modifie la loi pour dire on va faire comme aux États-Unis, vous allez aller en prison si vous faites n'importe quoi? Vous nous signalez pas que vous avez touché 400 000 € depuis 5 ans avec le laboratoire? Eh bien, la réponse est non. Donc c'est facile, s'il n'y a pas de sanction, c'est demain matin, moi je vous le dis, je respecte beaucoup les limitations de vitesse, mais si demain matin on me dit, bon c'est pas grave, vous paierez plus les amendes, j'aurais tendance, même si mon honnêteté intellectuelle a tendance à me faire croire
Je crois que c'est vrai d'ailleurs que le fait d'avoir réduit la vitesse a réduit un peu la mortalité, quoi, et même certains disent considérablement. J'aurais tendance à rouler plus vite. Vous voyez ? Mais ça veut dire essentiellement c'est n'importe quoi. Et l'Europe, encore une fois, si vous voulez, beaucoup de gens disent ne critiquez pas l'Europe parce que, mais c'est effarant parce que si vous voulez cette structure de l'EMA, vous disiez également, je voudrais reprendre ce propos, que il y a le suivi des médicaments dans le temps, c'est-à-dire le fait d'enregistrer les effets secondaires déclarés. Alors, vous aviez fait allusion dans la première partie de l'émission au fait que c'était véritablement une galère, si j'ose dire, d'enregistrer pour un médecin. Si un médecin découvre un effet secondaire d'un médicament, il est obligé de remplir des formulaires à l'infini, de passer un temps fou, et finalement, il ne le fait pas parce qu'il est dégoûté de le faire. Et on peut se poser la question si ce n'est pas un petit peu exprès malgré tout. Mais en fin de compte, quant à l'EMA, la pharmacovigilance, c'est-à-dire le suivi des effets secondaires enregistrés des médicaments, n'existe pas. Elle existe sur le plan théorique, mais dans la réalité, elle fonctionne pas. Il y a eu un progrès avec la base européenne Eudract qui est d'ouvrir la possibilité, comme pour certaines pathologies aux États-Unis et notamment pour les vaccins, d'ouvrir la possibilité que des patients eux-mêmes signalent les effets secondaires. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'Union européenne, vous avez vu ça à la télévision, un spot passé en disant vous êtes un patient, vous avez eu un effet secondaire avec votre médicament, vous pouvez vous connecter sur Internet. Parce qu'il faudrait pouvoir le faire sur un site, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui permette aux gens de se déclarer. Mais là, ils ne savent même pas, les gens. Aujourd'hui, par exemple, vous avez notre bon gouvernement installe un site Internet qui permet aux gens qui se déclarent victimes des exactions policières de dénoncer les policiers qui, mettons, leur ont fait passer un mauvais moment dans des conditions à définir. Bon, ben, très bien, si vous voulez, c'est parfaitement logique. Ça fait, si par exemple la police doit être intègre, si vous êtes témoin d'un manque d'intégrité, vous le dénoncez. Mais pourquoi ne fait-on pas ça pour les médicaments ? C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on considère que la police est coupable, alors que en fait, très souvent, la plupart des gens n'ont qu'à se féliciter de son action. C'est peut-être pas la police qui est critiquable, c'est peut-être plutôt la justice, mais ceci, c'est un autre débat. Mais par contre, en ce qui concerne les médicaments, il ne se passe rien. C'est quand même curieux. Non, il n'y a pas de sanctions, il y a pas de sanctions dissuasives, parce que on vit dans le monde dans lequel on vit. S'il n'y a pas de sanctions, ben les gens ont tendance à se laisser aller. Hein. Et la corruption en Europe, elle existe aussi dans le domaine du médicament. Donc, il faudrait peut-être qu'on se bouge et qu'on, pour une fois, je suis pas un acharné complet admiratif du système américain en règle générale, mais sur le domaine du médicament, je crois qu'ils ont pris une bonne décision de traquer sans pitié les conflits d'intérêts des experts qui donnent leurs avis, et malheur à celui qui oubliera de signaler qu'il a touché de l'argent à l'industriel et qui en catimini donne une autorisation. Alors, n'oublions pas également les ordres de grandeur. Si vous avez par exemple un médicament qui est prescrit et qui est donné à des millions de personnes, eh bien, s'il y a une chance sur 1000 de décéder d'une crise cardiaque à la suite de la prise de ce médicament, c'est-à-dire c'est ce médicament qui provoque la crise cardiaque, ça veut dire qu'il y aura 1000 morts par an. C'est exactement ça. Et on a observé ce genre de phénomène dans des quantités d'exemples. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'un médicament qui est mis en vente, surtout s'il s'agit de ces fameux blockbusters, en anglais dans le texte, c'est-à-dire des casseurs de briques, c'est-à-dire des médicaments qui ont un succès fou et qui font engendrer des milliards de dollars de bénéfices, eh bien, ces médicaments, il faut être extrêmement vigilant concernant leurs effets secondaires, parce que même s'il y a une chance sur 1000 de décédés, ben c'est très désagréable d'une personne qui a une migraine, mettons, qui prend un médicament, ou prenons simplement des choses plus bêtes, n'est-ce pas, pour le Mediator, c'était des jeunes filles qui se trouvaient un petit peu empâtées, mettons, et qui voulaient faire un régime, on leur dit prenez du Mediator, ça va vous faire maigrir, et hop, elles ont leur valve cardiaque fichue, et elles décèdent, c'est quand même épouvantable. Alors, parlons maintenant d'un autre produit, qui d'ailleurs est un produit de Merck. C'est le Gardasil. Le Gardasil, je vais un petit peu, si vous voulez, faire parler de ce médicament pour qu'ensuite vous puissiez véritablement discuter de ça très en détail. Alors le Gardasil, c'est un médicament de Merck
qui a été mis en vente à partir de 2006. Et c'est un vaccin contre un certain nombre de formes, les génotypes 6, 11, 16, 18 du papillomavirus humain. Alors ce garde asile, eh bien, est controversé à la suite des effets secondaires qui ont été observés dessus et sur la politique qui a été menée à son sujet. Alors, les variantes 16 et 18, parce que le garde asile est efficace, semble-t-il, contre, et là encore c'est un point controversé, contre 4 génotypes du papillomavirus humain, l'HPV, eh bien, 2 de ces variantes seraient en partie responsables de certains cancers de col de l'utérus chez sa femme, et les génotypes 6 et 11 causeraient des troubles secondaires. Bon, très bien, et on recommande naturellement à ce que les jeunes filles soient vaccinées par ce vaccin. Bon. Alors ce vaccin est commercialisé par Merck aux États-Unis et par Sanofi Pasteur Vaccin en Europe, il faut le mentionner. Alors le processus de vaccination en fait, le fait d'être vacciné ne change rien à la situation des femmes qui, de toute façon, doivent continuer à se faire dépister contre un cancer éventuel par frottis. Et beaucoup de personnes ont constaté que finalement, cette efficacité du garde asile était très discutable. Mais ceci est encore différent parce que si ce vaccin est reconnu comme efficace contre les souches de virus concernées, c'est-à-dire 6, 11, 16, 18, que si elles ne sont pas encore installées. C'est-à-dire si la personne n'a pas été infectée par ce virus. Par contre, si elles sont déjà installées, le garde asile multiplie, semble-t-il, le risque d'avoir des lésions cancéreuses. Donc c'est en fait l'effet inverse de ce qui était voulu. Et par-dessus le marché, eh bien vous avez toutes sortes d'effets indésirables. Vous avez, par exemple, selon même l'AFSAPS, dont nous avons parlé de l'inefficacité pathologique qui a justifié son remplacement par l'ANSM, déjà en 2010, c'est-à-dire 4 ans après sa mise sur le marché, vous avez plus de 1700 notifications d'effets indésirables divers. Alors vous avez le lupus érythémateux, diabète insulinodépendant et ainsi de suite, des tas de choses très désagréables et en même temps des saignements, des tas de choses. Et si vous voulez, par contre, ce qui est hallucinant, c'est que ce médicament, finalement, ne semble pas extrêmement efficace en général d'un point de vue épidémiologique pour prévenir du cancer de col de l'utérus. Et il y a disons, une espèce de campagne médiatique incroyable pour l'appliquer aux jeunes femmes de 9 à 26 ans. Et alors qu'aux États-Unis même, eh bien, vous avez les États-Unis refusent 2 fois de suite l'autorisation de mise de vaccin, en vente du vaccin pour les femmes de plus de 27 ans. Et ensuite, les États-Unis ne sont pas prêts non plus à autoriser, ce qui paraît encore totalement ahurissant, l'utilisation de ce vaccin pour des hommes et des jeunes garçons. Il faut signaler que la ministre autrichienne de la Santé a décidé de retirer le garde asile et de cesser de les rembourser et de mettre l'accent sur le dépistage. Par contre, l'Agence européenne de médicaments, le EMA, publie un avis recommandant de continuer la vaccination. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de tout ça? Docteur Dalberg, vous connaissez bien le garde asile. Est-ce qu'on peut vraiment recommander ce vaccin? Moi, je dirais, ce que j'en sais, je donnerais le conseil surtout de ne pas faire vacciner ses enfants par le garde asile. Est-ce que j'ai tort? Écoutez, je vous remercie de me donner l'occasion d'essayer de refroidir un peu la situation sur le garde asile. Ça fait plusieurs mois en France que y a vraiment 2 camps qui sont en train de s'opposer à coups d'arguments. Je pense que, je crois que.
Il y a certains qui disent ça marche pas, donc ça sert à rien. Il y a certains qui disent ah oui mais en plus ça crée des effets secondaires. Puis de l'autre côté vous avez les gens qui disent mais non pas du tout, ça marche très bien. La preuve c'est qu'il y a des études qui le démontrent. Et puis en plus il y a des études qui démontrent que ça crée pas tous les effets secondaires affreux que vous nous dites, que ces effets secondaires c'est une coïncidence temporelle, c'est-à-dire que de toute façon ça leur sera arrivé en proportion à partir du moment où on vaccine des millions de jeunes filles. Donc il y a une pétition qui a été faite par Marie-Océane Bourguignon, qui a eu le courage devant sa vie brisée, il faut dire les choses telles qu'elles sont, après l'injection de garde d'asile, qui a été très médiatisée, de lancer une pétition sur Internet. Des dizaines de milliers de gens ont signé. Ça signifie à mon avis quelque chose que des gens signent une pétition à l'appel d'une jeune fille qui a été victime. Et puis d'un autre côté, il y a des médecins, l'association Med-Océan présidée par Philippe de Chazourne, qui depuis des années, quasiment depuis l'introduction du vaccin, milite pour qu'on réfléchisse un peu mieux sur les conditions de mise sur le marché, sur son efficacité réelle. Vous avez une contre-pétition d'universitaires qui a dit non, vous êtes tous des abrutis, on vous dit que ça marche. Bon, alors moi ce que je vous propose aujourd'hui, vous allez voir comment c'est facile. On va faire un peu de science, mais de la science facile. Parce que la science, c'est pas très compliqué. Si on est un peu honnête et on regarde les choses en face et on regarde les chiffres, on peut les faire parler. Vous voyez, c'est un peu comme un coupable au tribunal de police. Si vous êtes assez malin, vous pouvez le faire parler toujours, le faire avouer. Alors, là, je ne vais pas vous donner mon avis. Je vais simplement vous donner des chiffres qui sont les chiffres officiels, légaux. Vous savez d'où ils sortent? Du dictionnaire Vidal. Qu'est-ce que c'est que le dictionnaire Vidal? Vous avez certainement déjà vu, alors c'est souvent les vieux médecins, parce que les jeunes ont tout ça sur ordinateur maintenant, mais les vieux médecins comme moi avaient l'habitude avant d'utiliser un dictionnaire rouge, un gros dictionnaire rouge dans lequel vous voyez... les étagères de tout médecin. Voilà, les étagères de tout médecin. Il y a tous les médicaments autorisés en France, des milliers, et alors quand ils veulent savoir quelque chose sur les conditions d'utilisation des médicaments, sur ce qui est légal, sur ce qui est la science, la vraie science validée, il tourne les pages et puis il regarde. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, vous allez voir, ça va être assez facile, on va lire ce fameux dictionnaire Vidal. J'en ai imprimé quelques pages, elles sont là, devant le micro, et puis on va lire que ça. À la limite, on va se forger une idée sur ce que la communauté européenne, sur ce que l'EMA, sur ce que la France reconnaît comme chose réelle et sérieuse, scientifique. Alors, avant de commencer... Je vais dire une chose, pour un vaccin comme n'importe quel médicament, quand vous regardez les résultats d'une étude qui est faite sur des volontaires, et là en l'occurrence sur des jeunes filles qui ont été testées, il y en a eu plus de 20 000, vous le faites versus un placebo, c'est-à-dire rien du tout, c'est un vaccin dans lequel il n'y a rien, puis vous essayez de comparer son efficacité. Alors, quand on veut se faire une idée sur l'efficacité d'un traitement, je vais enfoncer une porte ouverte, vous comprenez bien qu'il faut donner l'efficacité qu'on voit sur l'ensemble de la population, sur tous les malades qui ont été traités. Parce que c'est ça qui va se passer dans la vraie vie. Et puis vous avez une mauvaise méthode qui est de regarder certains sous-groupes. Certains sous-groupes qui répondent mieux que l'ensemble de la population, c'est-à-dire les malades idéaux. Voilà. Et ça s'appelle le pair protocole par rapport à l'intention de traiter. Mais gardez en mémoire, c'est on regarde l'efficacité sur tout le monde ou on regarde l'efficacité sur un sous-groupe. Alors, garde d'asile, vous allez voir que il y a les deux. C'est-à-dire on donne des résultats particuliers sur un sous-groupe puis des résultats sur tout le monde. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quoi garde d'asile? Ça a donné lieu d'ailleurs à un prix Nobel de médecine. Sur la découverte incroyable qu'un virus, on soupçonnait depuis longtemps, mais qu'un virus pouvait donner un cancer, en l'occurrence le cancer du col. Alors, ce sont des HPV, ce sont des papillomavirus humains, donc des virus humains qui sont de plusieurs types. Un peu comme les voitures, vous voyez, vous avez des voitures de modèles différents, elles roulent toutes, mais elles sont toutes différentes. Alors c'est un peu la même chose pour les virus. Alors il y en a plusieurs types, il y en a à peu près 14-15 qui sont cancérigènes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Merck a fait un développement en se disant, on va prendre les deux qui donnent le plus de cancer du col de l'utérus chez les femmes, puisqu'il a été démontré que ces infections à HPV, à papillomavirus, peuvent donner, au bout d'une quinzaine d'années d'infection, puis de modifications histologiques. Alors, à savoir quoi? Ça veut dire ça commence un petit peu à détruire les tissus, et puis à la fin, ça se transforme en cancer. Et cette destruction, on l'appelle la dysplasie. Et entre le moment où il y a l'infection, la dysplasie, le pré-cancer, et le cancer, il peut se passer 10 à 15 ans.
Alors, vous vous doutez bien que Merck, dans sa grande générosité, pour prouver que c'était efficace pour le cancer du col, ils n'ont pas fait une quinzaine d'années d'études. C'est d'abord parce que c'est impossible. Vous pouvez pas garder des malades ou des jeunes filles, qui plus est, en l'occurrence, vous pouvez pas garder les jeunes filles pendant 15 ans pour savoir si oui ou non il y a un bénéfice à utiliser ce vaccin. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que au jour d'aujourd'hui, dans le public, on parle de protection du cancer du col, mais c'est faux. Il n'y a eu aucune démonstration avec Gardasil du cancer du col de l'utérus. Il y a une démonstration de protéger du pré-cancer, donc de l'infection et des lésions qui précèdent le cancer 10 à 15 ans après. C'est quand même une sacrée différence, parce que ça veut dire que si on vous vend une voiture, on vous dit écoutez, on a un nouveau mécanisme qui va vous empêcher définitivement d'avoir votre direction qui casse. Vous savez que ça, parfois, ça peut arriver, et puis généralement vous vous tuez, parce que si ça arrive à grande vitesse, vous vous tuez. La direction, vous ne courez plus rien, vous partez dans le décor, vous êtes mort. Bon, vous y croyez, vous dites c'est génial, j'ai 2000 € de plus à payer pour ce modèle, mais je vais l'acheter parce que ça va me protéger de quelque chose. Puis quelques années plus tard, vous découvrez que, oui non mais c'est seulement au bout de 2 ans d'utilisation qu'on l'a contrôlé, alors que 90% des colonnes de direction de votre véhicule cassent au bout de 10 ans. Vous dites non mais attendez, je me suis fait avoir. Qu'est-ce qui me prouve qu'au bout de 10 ans, ce système sera aussi efficace qu'il l'est à 2 ans? Vous allez voir que Gardasil, c'est à peu près ça. Alors, les mentions légales du vaccin, donc ce qui est autorisé, Gardasil est un vaccin indiqué à partir de 9 ans. Alors, je vous signale que 9 ans, c'est quand même de bonheur pour les jeunes filles. Pour la prévention des lésions génitales précancéreuses. Vous voyez bien que ce que je vous dis, c'est la prévention des lésions génitales précancéreuses. Et alors, les mentions ragites et du cancer du col de l'utérus. Mais c'est par extension de langage, c'est-à-dire c'est pas prouvé. C'est-à-dire que ce qui est prouvé, c'est les lésions génitales précancéreuses, mais pas du tout le cancer du col. C'est une expérience de pensée. C'est possible, je n'en sais rien, mais l'histoire le dira. C'est un pari absolument fou. Et dû à certains types oncogènes de papillomavirus humain. Alors, oncogène, disons, pour les gens qui ne connaissent pas le mot, c'est cancérigène. Qui provoque le cancer. C'est ça. Donc, vous voyez bien, certains types. Donc, les mentions officielles de ce vaccin ne disent pas que ça protège du cancer du col. Ça protège de certains types. De certains types. Et si vous avez vu ces publicités comme quoi à la télévision, il y a certaines années, lors du lancement de la campagne, c'était ça va vous protéger du cancer du col de l'utérus. C'est faux. C'est un double mensonge. Ça vous protège de certains types de cancer de l'utérus et non pas de cancer du col, de lésions pré-cancéreuses. Alors, permettez-moi, docteur Dalberg, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie. Nous recevons le docteur Bernard Dalberg, surtout pour parler de son livre Omerta dans les laboratoires pharmaceutiques, Confession d'un médecin, édité chez Flammarion. Donc vous êtes sur Radio Courtoisie et dans le libre journal des sciences et des techniques. Je voudrais aussi dire que là-dessus, ce que vous avez dit sur le Gardasil, c'est que essentiellement ça donne, dans le meilleur des cas, une protection extrêmement partielle qui n'est pas démontrée sur le cancer de l'utérus lorsqu'il est provoqué par des lésions cancéreuses issues de certains papillomavirus. Mais de toute façon, comme cette protection, dans le meilleur des cas, ne pourra être que partielle, eh bien, elle oblige de toute façon les femmes à se faire inspecter par un frottis vaginal, quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, les résultats qui sont légaux, qui sont ceux que nous sommes en train de lire, tout simplement, de Gardasil dans le dictionnaire Vidal, les mentions légales, le disent complètement. Pourquoi? Parce que ça a été créé, ce vaccin, pour protéger des HPV, des virus qui créent le cancer du col de l'utérus, les numéros 16 et 18. Alors quand on regarde l'étude, les résultats, si vous vous intéressez uniquement à ces femmes qui étaient initialement non infectées par ces numéros 16 et 18, bon, qu'est-ce qui se passe? On s'y attend, c'est 100% d'efficacité à 2 ans à prévenir l'apparition de pré-cancer. Bon, c'est très bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'appuient là-dessus en disant c'est la preuve que ça protège du cancer du col de l'utérus. Non. Ça protège contre les numéros 16 et 18. Mais le malheur, c'est qu'il y en a 14 qui peuvent protéger le cancer. Bon, alors, ça, c'est bien, ça a été démontré, si on veut des chiffres précis, sur 8447 femmes par rapport aux 20 000 qui ont été inclus dans ces études. Donc, vous voyez bien que c'est un sous-groupe. C'est le sous-groupe parfait, l'expérience de pensée. Oui, mais ça confirme. Bon, ça marche. Mais c'est pas du tout ça qui nous intéresse, puisque dans la réalité, de toute manière, on ne le sait pas. Alors, un sous-groupe moins parfait, c'est de dire,
donnons les résultats sur des femmes qui ont été infectées ou non par ces 16 ou 18, c'est-à-dire c'est le groupe de tout à l'heure, mais avec des femmes qui ont été non infectées ou qui étaient déjà infectées au moment où on les a vaccinées. Bon, eh bien qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au bout de 2 ans, il y a des chiffres entre 34 et 39% d'efficacité à réduire le nombre de lésions précancéreuses. Vous voyez bien qu'on n'est pas à 100%. Et je dis ici, pour ceux qui le savent pas, tous les gens qui s'occupent d'immunité et de vaccination savent que pour un vaccin est acceptable dans son efficacité s'il est au moins efficace à 80%. Si un vaccin n'est pas efficace à 80%, il n'aura aucun impact à protéger efficacement au niveau individuel et encore moins à casser l'épidémie, puisque c'est une épidémie, c'est une infection. Donc 34 à 39%, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors ce qui est amusant dans cette étude, c'est que 2 ans plus tard, c'est-à-dire à 4 ans, vous avez une augmentation de l'efficacité. Ça passe de 46 à 51. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'un vaccin qui a été injecté en 3 fois soit plus efficace sur le long cours que sur le court terme? Tout simplement, c'est la démonstration de ce que l'on sait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les lésions guérissent toutes seules. C'est 10% dans ces études, des lésions guéries tous les 2 ans. C'est ça qui est hallucinant. Mais c'est écrit, il suffit de le lire. Oui. C'est légal, c'est écrit, c'est indiscutable. Ce que nous sommes en train de dire actuellement, personne, aucun leader d'opinion, aucune personnalité, même la scientifique la plus élevée de toutes les facultés de médecine, ne pourra venir contredire ces chiffres. Alors, pour l'instant, ça ne correspond pas du tout à ce qui nous intéresse, parce que c'est uniquement les 16 et les 18. Alors, il y a un autre sous-groupe sur lequel on a les résultats, et c'est celui de la recommandation vaccinale actuelle. C'est, regardons qu'est-ce que ça fait sur des femmes qui n'ont été infectées par aucun des 14 sous-types qui sont responsables de dysplasie, de précancer, puis de cancer. C'est ça qui nous intéresse. Puisque la recommandation actuelle, c'est de dire, vaccinons nos jeunes filles avant qu'elles aient un rapport sexuel pour être contaminées. Eh bien, là, vous avez une arnaque, et je vais le dire comme ça, une arnaque qui est classiquement utilisée par tout industriel quand les résultats sont pas ceux qu'il escomptait. Alors au lieu de donner comme tout à l'heure le résultat pour faire baisser ou pour obtenir, pour avoir ou observer des lésions précancéreuses, ils ont utilisé un autre argument, c'est de dire le pourcentage de réduction par rapport à l'incidence du groupe qui n'a pas été traité. Ah oui, mais ça veut rien dire, ça. Ah ben ça veut rien dire. Alors je vous le lis dans les mentions légales, c'est 42,7% de réduction de l'incidence des précancers, donc techniquement on appelle ça les CIN 2-3, ça n'a pas beaucoup d'importance, à 4 ans de suivi. Mais, à l'époque, c'était pas connu et personne n'a venu l'arnaque. Ensuite, il y a eu des analyses secondaires qui ont été publiées dans les grands journaux internationaux, le New England Journal of Medicine, le Lancet, qui sont les références médicales, qui montrent que c'est ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité sur la réduction, sur les précancers, ça n'est que 38%. Or, il s'agit bien des jeunes filles actuellement dont on recommande la vaccination. C'est les jeunes filles qui n'ont pas encore débuté leur activité sexuelle, qui sont très jeunes, qui ont 9-10 ans, 11 ans maximum, et sur lesquelles, maintenant, vous savez, chers auditeurs, que c'est efficace à 38%. 38%, on peut dire que c'est intéressant au titre individuel. Bon, 38% de réduction, c'est dire je fais vacciner ma jeune fille, ma fille qui a 9-10 ans, 11 ans maximum, et je lui donne 38% de probabilité de ne pas être infectée par cette saloperie. Bon, pourquoi pas. Mais au niveau global, 0. Ça n'empêchera pas, malheureusement, l'infection. Ça ne protège que deux types de papillomavirus sur 14. Absolument, absolument. Et pour finir, ce qui nous intéresse le plus, parce que, alors je vais l'avouer avec tristesse, mais c'est ainsi. Les recommandations des sages, c'est une chose. Mais dans la vraie vie, les médecins, ils font pas du tout, sur tous les médicaments, croyez-moi, on pourra en faire le déballage pendant des heures, il y a des recommandations de bonne pratique, d'utiliser des médicaments, des vaccins à telle période pour que ce soit le plus efficace, mais malheureusement, j'allais dire nous les médecins, oui, nous les médecins, et nous les patients, que nous sommes tous, la rencontre des médecins et patients fait que dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. On suit pas toujours les recommandations. Ce qui veut dire que pour le cas du garde d'asile, c'est bien gentil de dire tous les parents vont penser instantanément à l'âge de 11 ans, il va y avoir un signal qui va s'allumer sur leur agenda en disant ah, il faut que je vaccine ma fille avant qu'elle ait le premier rapport sexuel. Et dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, il y a aussi des parents, des enfants, des médecins qui vont faire la rencontre à un moment où ils ont plus de 11 ans, où ils ont 16-17 ans, au moment où les premiers rapports sexuels commencent. Je signale qu'en France, l'âge des premiers rapports sexuels n'a que très peu varié depuis longtemps, depuis 30 ou 40 ans qu'on les étudie chez les femmes, c'est aux alentours de l'âge de 17-18 ans.
Et donc, il y aura des malades, malheureusement, des filles, pas des malades, je m'excuse du terme, puisqu'elles n'ont aucune maladie, des jeunes filles qui seront vaccinées plus tardivement. Il y a un moment où certaines auront déjà commencé leur rapport sexuel. Et quand vous êtes médecin, essayez de savoir, surtout en présence de la mère ou du père, si la jeune fille qui a 16-17 ans devant vous a déjà commencé son activité sexuelle. Je vous souhaite bien du courage. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Bien entendu, personne ne voudra l'avouer. Surtout devant ses parents. Mais c'est tout à fait normal. Donc, ici, je vous présentais les résultats qu'on doit utiliser tout le temps en médecine. C'est prendre tout le monde. Puisque même dans les études cliniques de Merck, il y avait des jeunes filles qui avaient commencé leur activité sexuelle. C'est comme ça. Donc, ils ont pris tout le monde, toutes les jeunes filles, celles qui n'avaient pas commencé leur activité sexuelle, celles qui l'avaient commencé, et ils ont pris l'efficacité sur les 14 types de virus qui produisent le cancer. Donc c'est bien ça qui nous intéresse. Quels sont les résultats? Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. 18,4% d'efficacité. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire pas grand-chose. Alors, pas grand-chose au niveau personnel. Bon, alors on peut se faire l'avocat du diable. Hein. Vous pouvez avoir des gens qui disent, me protéger à 18%, c'est déjà mieux que zéro. Vous pouvez avoir des gens qui réfléchissent comme ça. Puis vous avez des gens qui vont dire, ah non, attendez, je veux pas prendre un risque, parce que tous les vaccins donnent des effets secondaires. C'est comme tous les médicaments, il n'existe pas un vaccin qui peut pas créer un effet secondaire. Alors tout à l'heure vous avez listé la possibilité des effets secondaires. Certains sont terribles. Il y en a d'autres. La sclérose en plaques, la maladie de Verneuil, la polymyosite, l'hypersomnie idiopathique, le lupus, les encéphalomyélites aiguës, la myofasciite à macrophage. La myofasciite à macrophage, ça encore, c'est une maladie dont beaucoup de gens disent que c'est la maladie des vaccins. Oui, elle serait probablement liée, d'après les travaux du professeur Gherardi à Créteil, à l'aluminium qui est utilisé. Oui, je rappelle juste en une seconde pour que tout le monde comprenne, l'aluminium ne fait pas partie du vivant. Donc à partir du moment où vous l'injectez dans le corps humain, on comprend que chez certaines personnes, pas tout le monde, mais chez certaines personnes prédisposées, ça puisse créer des problèmes musculaires avec les dépôts d'aluminium, et voire dans certains cas, alors c'est plus contestable, plus contesté, moins accepté que la myofasciite dans les muscles, migrer jusqu'au cerveau et donner des maladies épouvantables que vous venez de décrire, dont certaines peuvent être mortelles. Alors signalons que l'aluminium se trouve, pas dans tous les vaccins, mais dans une grande partie d'entre eux, dans les adjuvants, c'est-à-dire les composants des vaccins qui sont destinés à renforcer l'efficacité de la partie purement vaccinale. Et très souvent les vaccins sont peu efficaces en tant que tels et ils sont dopés en quelque sorte par la présence d'adjuvants qui sont soit des sels d'aluminium, soit comment ça s'appelle déjà, ce sont disons de l'huile de requin ou des squalènes, ou il y a même dans certains du mercure. Le mercure, alors le mercure, alors là c'est hautement toxique. Mais simplement, si vous voulez, il faut être factuel. Et là encore, par exemple, il y a un nombre sérieux existant et répertorié de jeunes femmes qui ont été atteintes de ces syndromes, de ces maladies à la suite de leur vaccination. Alors la véritable question, c'est est-ce que ça vaut la peine de courir ces risques épouvantables pour quelque chose qui est très peu efficace? C'est un peu le... c'est la bonne question. Donc là, on est obligé de se retourner vers la science. La science nous dit qu'à des pourcentages de 20 à 40%, c'est pas efficace. Je signale que c'est le cancer du col de l'utérus, c'est pas, comme ça a souvent été dit, un cancer d'une fréquence extrême dans nos pays à nous, en France, en Occident. C'est le 11e ou le 12e cancer de la femme. C'est très rare. C'est pas le tueur. C'est 3000 cas nouveaux par an et 1000 morts par an. C'est pas le tueur qui est le cancer du sein. Le cancer du sein, c'est 40 à 50 000 nouveaux cas par an. On n'est pas du tout la même magnitude. Par contre, ce vaccin pourrait avoir un intérêt pour les pays pauvres. Mais malheureusement, les pays pauvres, et on le verra assez vite, vu le prix du vaccin qui est très élevé, c'est pas vraiment possible pour eux. Alors, je voudrais rajouter quelque chose. Rappelez-vous que la recommandation actuelle, c'est de traiter nos filles, je le dis parce que je suis père aussi, nos filles dès l'âge de 11 ans. Bon, très bien. Parce que c'est là où on a 38% d'efficacité. Bon. Mais attendez, permettez-moi, docteur Dalbert, je voudrais dire l'efficacité. Également, ça a une durée limitée. C'est-à-dire, si on vaccine une jeune fille à 11 ans, eh bien, combien de temps le vaccin sera-t-il efficace? Eh bien, c'est là que
vraiment on va tomber sur le poteau rose. Je vous signale que ce que je suis en train de vous dire et de vous lire, je le rappelle, est dans les mentions légales du vaccin. C'est-à-dire que vous êtes totalement factuel. Je suis totalement factuel, je n'ai aucun avis. Alors, justement, quelle est la durée de la protection immunitaire? Parce que se dire de vacciner sa fille à 11 ans en 3 injections, en sachant que le début moyen de sa vie sexuelle c'est 17-18 ans, ça fait quand même plusieurs années après. Est-ce que ça sera encore efficace? Alors là, je me retourne à nouveau devant les mentions légales qui ont force de loi. Écoutez bien, ce que je vous dis, je le cite entre guillemets. Le taux minimum d'anticorps protecteurs n'a pas été défini pour les vaccins HPV. On ne sait pas. C'est quand même assez grave. Enfin, il y a d'autres vaccins pour lesquels on ne sait pas non plus quel taux minimal d'anticorps. Bon, ça c'est un autre débat. Écoutez-moi bien, le plus long suivi de la réponse immunitaire a été observé au 7e mois. Ça veut dire qu'on a tout étudié en détail uniquement pendant 7 mois. Et au bout du 7e mois, on s'est contenté de regarder des choses très simples telles que le taux d'anticorps. Et justement, ces taux d'anticorps, ils ont diminué jusqu'au 24e mois. C'est-à-dire que la réponse n'est pas durable. Puis se sont stabilisés jusqu'au 60e mois. 60 mois, ça fait combien? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Non mais dites donc, si nous vaccinons nos filles à l'âge de 9, 10, 11 ans, comme c'est la recommandation actuelle du plan anti-cancer, ça veut dire qu'on n'a aucune certitude actuelle scientifique qu'elles seront protégées avec des taux efficaces d'anticorps pour lutter contre le HPV lorsqu'elles auront 17-18 ans et qu'elles commenceront leur vie sexuelle. Ah oui. Ça veut dire qu'en réalité, c'est complètement hors de propos. Enfin, là, je me rends compte que vous êtes prudent parce que vous êtes médecin et vous voulez rester dans la droite ligne du Vidal pour être factuel. Mais moi, je pourrais vous dire que je suis également père et grand-père et je suis très, très, très choqué de voir que l'on recommande de cette vaccination avec beaucoup d'insistance. Et alors même, je dirais plus, on tente à recommander ça pour les garçons également. C'est à ça qui est encore plus ahurissant. Sur le plan théorique, c'est pas idiot parce que comme les garçons aussi transmettent, c'est eux qui transmettent le virus aux femmes, aux filles. Si eux-mêmes étaient protégés contre le virus, ça aurait tendance à lutter contre. On va pas protéger un garçon contre le cancer de l'utérus, quand même. Non. Donc, ils n'ont aucun bénéfice individuel. C'est ça que ça dit. C'est-à-dire que ce serait une grande première. Je vous signale que ce serait une grande première dans le domaine de l'éthique. C'est de dire, donner un traitement, en l'occurrence un vaccin à quelqu'un qui ne profite absolument pas. Qui ne profite pas de ce vaccin et qui court le risque pour lui-même d'effets secondaires. Et oui, qui court pour lui-même le risque d'effets secondaires. Donc là, on est à une limite extrêmement inquiétante de dérives, certains diraient presque génistes. Parce que donner un vaccin à des garçons pour lesquels on peut pas dire que ça sert à rien du tout, sauf certaines populations. Pour les garçons, mais on peut pas le savoir lorsqu'on est parents. Certains garçons qui deviendront homosexuels. Ça peut effectivement diminuer la fréquence de certains cancers anaux et autres. Mais c'est très rare. Ça devient scabreux maintenant. Plus que scabreux. Alors maintenant, je vais vous dire, tout le monde doit actuellement nous écouter, de se dire mais comment c'est possible? Parce que si ce qu'on vient de dire est vrai, comment c'est possible? Figurez-vous que il y a la Cour des comptes, qui est quand même un organisme officiel de l'État français, qui de temps en temps examine un peu à la loupe les dépenses de l'État et qui pointe ce qui va ou ce qui va pas. Souvent ce qui va pas. Alors là, je voudrais vous lire un rapport d'octobre 2012. Enfin, je ne vais pas tout vous lire, mais qui est un rapport de la Cour des comptes sur la politique vaccinale de la France et qui a fait tout un chapitre, ce qui est, à ma connaissance, et j'ai vérifié, sauf erreur de ma part, une exception, ça n'a jamais été fait. Ils ont fait tout un chapitre de plusieurs pages sur l'exemple du vaccin anti-HPV. Et je vais vous lire, là, encore une fois, leur conclusion. Je répète que la Cour des comptes, ce sont des sages de la République qui auditent des professionnels, des médecins, des scientifiques, et qui émettent des recommandations politiques à l'intention du gouvernement de la République française. Donc c'est sérieux, c'est pas une bande de joyeuseries, c'est pas le cercle des fonctionnaires disparus, ce sont des gens très sérieux. Et que disent-ils? Ouvrez bien vos oreilles. Les vaccins actuellement mis sur le marché ne protègent pas contre l'ensemble des virus HPV à l'origine du cancer de l'utérus, du col de l'utérus. Et la vaccination n'élimine pas la nécessité des frottis de dépistage à partir de 25 ans. Tout est dit. Ça veut dire que ce qu'on a sur le marché à grands frais, parce que faut quand même qu'on dise que c'est le vaccin grand public, entre guillemets, pour des pathologies assez grandes. C'est très cher. Le plus cher du monde, près de 400 €. Et aux États-Unis, c'est pas ce prix-là, c'est bien moins cher.
Et alors il y a des vaccins qui sont très chers aussi, mais qui protègent certaines infections extrêmement rares. Mais là, c'est pas justifié parce que là, c'est censé être une vaccination de masse. Dans un programme de vaccination de masse, mettre 400 €, on est fada. Et je pèse mes mots. Alors, il continue en disant la recommandation du CTV. Qu'est-ce que le CTV? C'est le comité technique de la vaccination. Ce sont des médecins, des grands universitaires qui donnent des recommandations à l'État pour oui ou non rendre obligatoire ou mettre sur le planning l'utilisation des vaccins. C'est appuyé notamment sur une modélisation économique qui avait chiffré en 2007 l'impact tant de la vaccination que du dépistage organisé sur le cancer du col de l'utérus. Très bien. Donc, ils ont pris 3 scénarios. Ils se sont dit, si on reste au tout dépistage, le frottis, que connaissent bien les femmes qui nous écoutent, le frottis tous les 2-3 ans maximum, donc on prélève des cellules sur le col de l'utérus, puis on regarde s'il y a une infection, s'il y a une dysplasie, un précancer, et s'il y a un précancer, on traite, alors c'est pas très agréable bien sûr, mais si vous êtes pris si on fait cet examen correctement tous les 2-3 ans maximum, vu la durée, tout à l'heure vous n'avez vu une quinzaine d'années d'évolution, c'est clair qu'on va tordre le cou à la dysplasie, on fait une petite intervention chirurgicale, certes c'est pas très marrant d'avoir une petite intervention chirurgicale, mais en tout cas, ça élimine à 100% le risque de dégénérer vers un cancer. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut traiter médicalement sans qu'il y ait des séquelles énormes par derrière. Non, et en plus, ça coûte une dizaine d'euros un frottis, contre 400 € pour le vaccin. Oui. Donc 100% d'un côté d'efficacité. C'est-à-dire qu'il y aurait de quoi, si je ne m'abuse, faire des frottis pendant 120 ans. Mais vous savez qu'il y a certains pays, et notamment les pays nordiques, qui ont quasiment tordu le cou au cancer du col de l'utérus, parce que depuis des années, ils pratiquent l'obligation, c'est-à-dire le dépistage de masse organisé. Comme en France, on pratique le dépistage de masse organisé du cancer du côlon, depuis quelques années. Et ça fait 10-15 ans qu'au Danemark et en Suède, par exemple, à titre d'exemple, il y a des publications qui le démontrent, que la fréquence diminue vertigineusement. Si continue comme ça, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus aucun cancer. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces sages de la rue Cambron? Ils disent, écoutez, si on fait que le tout frottis, tout frottis pour dépistage, nous réduisons le nombre de cancers de 16% et le nombre de décès de 19,5%. Bon, c'est une chose. Ils disent, si on utilise la vaccination seule et qu'on a une couverture vaccinale uniquement de 30%, ce qui est le cas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 30% des jeunes filles qui devraient être vaccinées si on suit les recommandations qui le sont. Qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire que sur les cancers, il y aura un impact de réduction du nombre de cancers de 8,2%. 2 fois moins que le frottis lui-même. Et qu'il y aura un nombre de décès de 6,7%. 3 fois moins que le dépistage lui-même, puisqu'on est là presque à 20%. Donc tout est dit. Alors admettons que du jour au lendemain, les Françaises et les Français deviennent très obéissants aux ordres de la République, ce qui m'étonne beaucoup. Mettons-nous dans un scénario où 100% des jeunes filles seraient vaccinées. Quel serait l'impact de la vaccination? Alors, il n'y a jamais 100%, mais mettons 80% de vaccination. Eh bien, 29% de diminution des précancers, alors là tout le monde crie, c'est bien, 21% sur les cancers, mais ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est quoi? C'est les décès, 16,3%. C'est la même chose, même un peu moins, que la stratégie de dépistage, rappelez-vous, 19,5%. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune efficacité supplémentaire. Il n'y a aucune efficacité supplémentaire. Et le pire, c'est que cette commission de la République a conclu, sur un truc qui est pas très marrant, mais qui est quand même, dans cette période un peu de difficulté budgétaire, c'est combien ça nous coûte, toutes ces histoires? Eh bien, chaque année gagnée, si on utilise le dépistage, nous coûterait à la collectivité, si on utilisait un dépistage de masse, c'est-à-dire 80% des femmes dépistées avec un frottis tous les 2 ans, 11 100 €. Bon. Si on utilise une stratégie de 80% de vaccins, dont on voit que c'est à peu près la même chose, mais encore moins efficace sur les décès malheureusement, mais soyons bons princes, disons que c'est à peu près pareil, nous avons un coût de 45 200 € par année de vie gagnée. 11 000 versus 45 000. Et du point de vue médical et du point de vue économique, nous sommes fada. Nous sommes fada. Nous sommes fada de recommander la vaccination systématique. Et alors pire, les sages ont audité tout un tas d'études en situation réelle pour savoir comment ça se passait. Et ils disent la chose suivante, j'ouvre les guillemets, pour des raisons qui tiennent à la fois au coût élevé du vaccin, 400 €, dont 140 à la charge des centres de vaccination des patients ou de leur mutuelle, et aux conditions controversées du lancement de la vaccination de masse en 2008, les taux de couverture sont en France très inférieurs à ce qu'ils sont dans la plupart des pays ayant pris une position favorable au vaccin. Évidemment, dans tous les autres pays européens, c'est pas ce prix-là, c'est bien moins cher.
Mais plus que la faiblesse du taux de couverture atteint, ce sont les conséquences sociales de cette recommandation qui peuvent paraître critiquables. Puisque ce sont les femmes des milieux défavorisés qui sont à la fois les moins vaccinées et les moins dépistées. Là, je vais dire quelque chose d'affreux mais pragmatique. Quelles sont les femmes qui ont, au jour d'aujourd'hui, où nous parlons des cancers du col de l'utérus? Ce sont les femmes qui, tout le monde va le comprendre à ce stade de la discussion, qui se font pas faire de frottis de dépistage. Oui. Et ce sont les femmes des milieux socio-économiques les plus défavorisés. Et en manque de peau, ce sont celles qui se font pas vacciner. Parce que être dans un milieu social défavorisé, avoir 140 € à la charge pour se faire vacciner ou faire vacciner ses filles, mais c'est souvent quand on a 800 € pour bouffer dans le mois, je vais dire les choses telles qu'elles sont, c'est pas possible. Donc l'objectif n'est pas atteint. Donc la conclusion générale de ces sages du comité des sages dites de la rue Cambron disent la décision de recommander et cette conclusion s'adresse à l'État français. En 2012, la décision de recommander la vaccination HPV qui a eu des conséquences financières considérables et d'autant plus singulières qu'en d'autres occasions, le comité technique de la vaccination, donc la structure médicale légale qui recommande à l'État de faire ou pas faire, s'est fondée sur l'existence d'alternatives thérapeutiques pour s'abstenir de recommander les vaccinations. Donc en gros, en 2012, on a dit au président de la République, M. François Hollande, qui est arrivé au pouvoir, alors peut-être qu'il n'a pas lu le rapport, mais j'ose au moins espérer que le ministère de la Santé l'a lu, dire que c'était pas une bonne chose, une bonne décision, ni sur le plan efficacité, ni sur le plan du coût de généralisation de la vaccination par le vaccin Gardasil et pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'année suivante, nous avons le même président de la République qui recommande, dans le cadre du plan anti-cancer, d'accélérer le nombre de jeunes filles vaccinées et qu'il faut le passer de 30 à 80%. Mais ça, c'est hallucinant. Hallucinant. Et alors, ce qui se passe malgré tout, je dirais que moi, la recommandation que je fais par rapport à celle que je vous avais dite, c'est que il faut s'abstenir de faire vacciner les jeunes filles par le Gardasil. Il faut bien entendu les surveiller. Alors ça, c'est valable pour toutes les femmes. Par frottis, parce que ça c'est une question de santé publique, et ça suffit le frottis, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire davantage. Et par contre le Gardasil, eh bien c'est un vaccin dangereux, c'est-à-dire qu'il y a un risque significatif qu'il y ait des effets secondaires graves, et le problème des effets secondaires, eh bien même s'il y a une chance sur 1000 d'en avoir, il vaut mieux que ne pas jouer à la roulette russe avec ça. Et avec la santé des enfants, je pense que c'est quelque chose de particulièrement évident. Alors, par-dessus le marché, l'idée saugrenue, mais attention, il y a des demandes d'autorisation sur le marché qui ont été faites, de faire vacciner les jeunes garçons, c'est quelque chose qui paraît complètement surréaliste. C'est-à-dire que ça devient véritablement ce que dénonçait dans une autre de nos émissions le professeur Even, c'est-à-dire que on fabrique des malades là où il n'y en a pas. Mais la meilleure preuve que ce vaccin n'est pas efficace, c'est que Merck actuellement a un dossier d'évaluation d'un nouveau vaccin Gardasil bis qui lui contient plus de souches. Il a plus que le 16 et le 18. Donc il sera plus efficace. C'est la démonstration par l'absurde que si on est obligé de développer un nouveau vaccin qui marchera mieux, c'est que le précédent marche pas. Alors tout à l'heure, on a parlé en long, en large et en travers du fait de pourquoi en France et en Europe en particulier, les effets secondaires des médicaments et des vaccins sont très peu reportés. Parce qu'effectivement, dans le cadre d'un vaccin comme Gardasil peu efficace, c'est d'autant plus inacceptable de prendre le risque, comme vous venez de le dire, de risquer des maladies extrêmement graves, qui sont toutes invalidantes et dont certaines malheureusement mortelles. Alors, si on regarde ce qui s'est passé dans les médias ces dernières semaines, ces derniers mois, bon, l'agence française, l'Europe ont été très rassurantes en disant il n'y a pas d'augmentation de la fréquence des effets secondaires, pas de l'augmentation de la fréquence des morts, pas du tout. Vous pouvez être rassurés. Très bien. À la limite, si on injecte un vaccin qui sert pas à grand chose et qui est sûr et certain, qui ne crée pas d'effets secondaires, moi, je dirais, après tout, pourquoi pas, ça a peu d'efficacité, mais pourquoi pas, ça peut être discutable, hein. On peut tenir les deux. Personnellement, je suis comme vous, je tiens que 18% d'efficacité. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Je rappelle ici, juste pour illustrer le fait que 18% c'est pas beaucoup. Je vais vous illustrer pourquoi. Dans les pays où Gardasil est vendu, c'est quelques dizaines de milliers de morts par an. Il existe actuellement un vaccin qui est en cours de développement par GSK contre le paludisme. Le paludisme crée presque 1 million de morts par an.
Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même magnitude. Et actuellement, ce vaccin est développé sous l'égide de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ce vaccin est efficace à 20-30%. Eh bien, l'OMS ne veut pas donner son autorisation, parce que c'est notoirement insuffisant. Donc ça devrait s'allumer quelque part dans le cerveau en disant, pour une pathologie qui tue 1 million de gens, on freine, on dit non, c'est pas encore assez efficace. Mais pour une pathologie qui tue quelques dizaines de milliers de jeunes femmes, de femmes dans les pays développés, parce qu'il faut pas se raconter d'idées, hein, c'est l'Europe et les États-Unis et le Japon qui utilisent ce vaccin. Eh ben là, non. Là, il n'y a pas de problème, on le fait pour les mêmes circonstances d'efficacité. Alors, donc la pharmacovigilance, la remontée des effets secondaires, ça semble très rassurant en Europe. Mais moi, je voudrais vous parler de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle le VERS. Hein, c'est un système qui, alors, est critiqué par beaucoup de gens ici, des professionnels qui disent oui, mais il n'est pas assez sérieux. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas triple contrôle, quintuple contrôle. On n'embête pas les médecins pendant 3 semaines. Donc, c'est beaucoup plus ouvert. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si le système est plus ouvert, ça a tendance à capter beaucoup plus d'effets secondaires. Mais ce sont tout de même des médecins qui les remontent, hein, spontanément. C'est-à-dire, ils sont un soir aux urgences, ils voient une jeune fille qui arrive en disant « je viens de me faire injecter la garde d'asile, elle a une insuffisance cardio-respiratoire », ils le déclarent. Ils en ont pour 10 minutes pour le faire, et pas la journée. Donc ça capte beaucoup plus d'effets. Mais évidemment, la critique, c'est pas contrôlé jusqu'au bout du bout. Donc c'est une autre façon de représenter les choses. Alors je vais vous dire ici les résultats. Alors ces résultats sont accessibles par tout le monde. Il suffit d'aller se mettre sur le site américain officiel du gouvernement américain du VERS, et si vous voulez vous amuser, vous pouvez, pour n'importe quel médicament, n'importe quel vaccin, demander quels sont les effets secondaires qui ont été remontés dans ces systèmes. Et en l'occurrence, pour les vaccins, il suffit que vous alliez rentrer le mot de garde d'asile, et puis vous cherchez, vous appuyez sur OK Go, on y va, et puis il va vous sortir les choses que je vais vous lire. Et les choses que je vais vous lire datent d'hier. Mais écoutez, aux États-Unis, il y a eu 43 000 effets secondaires, exactement 43 003 effets secondaires hier, de décrits, de signalés à ce système, effets secondaires sérieux et non sérieux. Il y a eu 11 115 hospitalisations visées aux urgences. C'est-à-dire que 11 115 jeunes filles sont arrivées aux urgences en raison d'une injection de garde d'asile. Il y a eu 2 975 hospitalisations, dont 242 prolongées. Il y a eu 916 séquelles permanentes, comprenant tout ce que vous avez détaillé tout à l'heure. Et il y a eu 147 morts. Bon, c'est clair. Les choses sont claires. En Europe, il se passe rien. Oui, mais non seulement ça, mais en Europe, on nous dit il n'y a rien. C'est ça qui est quelque chose d'absolument stupéfiant, c'est-à-dire que on a l'impression que les agences de sécurité sont sourdes, muettes et aveugles. Si vous voulez, je pense quand même que l'acharnement qui est mis par les services publics pour dire il faut vacciner, il faut utiliser le garde d'asile, etc., sont absolument stupéfiants. Alors, je dirais que les Français, s'ils acceptent cette situation, sont vraiment des dindons de la farce, parce que, entre parenthèses, vous pouvez très bien dire, si vous avez très peu de chance d'être victime d'effets secondaires, allons-y. Mais attention, une chance sur 1000, c'est une chance sur 1000, et vous pouvez toujours tomber dedans. Et par-dessus le marché, je dirais que très souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'on vaccine des personnes qui sont bien portantes et qui ensuite attrapent des pathologies gravissimes qui bousillent complètement leur existence, alors que pratiquement il y a une façon très claire de les protéger Donc ça montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la santé. Vous êtes d'accord? Il y a quelque chose qui tourne pas rond, ça on l'a vu tout à l'heure, on a développé les conflits d'intérêts, le fait que les industriels sont maîtres à bord à toutes les étapes de l'approbation du médicament, ils sont suivis. Mais il y a peut-être une piste pour le garde d'asile pour comprendre, parce que là, les auditeurs doivent se dire, mais c'est vrai, c'est ce que vous venez de dire, mais comment ça se fait? C'est quand même pas possible. Même si c'est sur 1000, même sur 10 000, même sur 1 million, la probabilité d'avoir un accident grave. Si demain je vous dis, allez, on va faire un truc qui va être bon pour la santé, ouais, d'accord, ça vous plaît pas trop, mais vous avez une chance sur 1 million de mourir, de finir une chaise roulante. Vous allez être gentil, mais ça m'intéresse pas, je le fais pas. Donc là, c'est la même chose pour le vaccin. Là, je vais vous dire quelque chose qui est accessible publiquement.
Alors, vous doutez bien qu'aux États-Unis, il y a des gens qui se posent des questions depuis plusieurs années pour dire mais comment ça se fait que l'administration américaine recommande en force ce vaccin? Parce qu'aux États-Unis, c'est pire qu'en Europe, c'est pire qu'en France. Aux États-Unis, il y a eu des lois qui ont tenté de voter pour forcer les jeunes filles à être vaccinées. Permettez-moi juste de dire que aux États-Unis, ils sont très vaccins. En France, on est très vaccin, mais en Allemagne et aux Pays-Bas, pas de vaccin, c'est-à-dire aucun vaccin n'est recommandé, aucun n'est obligatoire, tout est optionnel. Et je ne crois pas que les jeunes Allemands ou les gens même les plus âgés se portent plus mal que nous. Donc il y a quand même, c'est un problème, on peut en juger d'après les chiffres. Mais excusez-moi, je vous ai interrompu, terminez votre propos. Donc, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Eric Suba, qui est un cancérologue spécialisé dans le traitement et le suivi des troubles gynécologiques, donc pour les femmes, donc il sait de quoi il parle, qui est intéressé par le garde asile et qui est arrivé à la même conclusion que nous aujourd'hui, avec tous les auditeurs. C'est quand on voit tous ces chiffres, le peu d'efficacité, peut-être des effets secondaires et donc inacceptables. Le coût. Il se dit, pourquoi on fait tout ça? Surtout qu'aux États-Unis, en plus, il y a eu des tentatives dont beaucoup avorté de vacciner obligatoirement sans l'avis des parents. Attention, hein. Et je pense que en France, on va y arriver si on fait pas gaffe. Donc, ce médecin qui est connu, qui est un leader d'opinion, a eu vent à un moment donné que la découverte du garde asile n'a pas été le fait de Merck, mais était le fait d'un laboratoire public américain. Et que donc, ce laboratoire public américain, qui dépend du gouvernement américain, toucherait des royalties, c'est-à-dire pour parler français, un bénéfice sur les ventes de garde asile. Alors c'est quelque chose qui est très peu présent en Europe pour l'instant dans le domaine du médicament, on appelle ça les partenariats publics-privés. C'est-à-dire qu'un laboratoire public trouve un médicament, ou en l'occurrence là un vaccin, et puis finalement c'est un industriel privé qui développe, et puis c'est une bonne chose, comme c'est un laboratoire public qui a découvert le médicament ou le vaccin, il y a une partie des ventes qui reviennent dans le public, dans les caisses de l'État. Ce qui me semble-t-il une bonne chose. Et aux États-Unis, quelque chose qui est utilisé depuis longtemps, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les partenariats publics-privés. Et en l'occurrence, sur le garde asile, c'est le cas. C'est-à-dire que la technologie et la découverte du concept des virus papillomavirus efficaces qui sont à l'origine du cancer du col de l'utérus, c'est une découverte d'un laboratoire de l'oncle Sam. Et donc, dans ce cadre-là, vous savez qu'aux États-Unis, ils sont très à cheval sur la liberté de l'information. Il a donc écrit une petite lettre aux archives nationales pour dire, mais dites-moi si, effectivement, il y a Merck reverse des royalties à l'oncle Sam. En gros, est-ce que l'argent retourne dans les caisses de l'État américain? Et on lui a répondu que c'était protégé par le secret industriel, par une exception, qui est prévue d'ailleurs par la loi américaine sur la liberté de l'information. C'est quasiment le secret défense. Et on lui a dit qu'on ne pouvait pas y répondre. C'est extraordinaire. Serait-ce déjà le début d'une réponse? Oui, et justement, si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'il n'aurait pas hésité à le dire, sans aucune hésitation. Donc, on est dans une situation qui est assez hallucinante. Les pressions extrêmes sont faites pour vacciner les enfants contre le garde asile, des deux sexes. Pour les garçons, ça ne sert à rien et c'est dangereux. Pour les filles, ça ne sert à rien non plus et c'est dangereux. Ça coûte extrêmement cher. L'efficacité, n'en parlons pas, et par-dessus le marché, en fait, ces coûts exorbitants servent à alimenter les laboratoires américains, disons le trésor américain, si on fait une taxe aux Américains. Mais oui, c'est quand même hallucinant, parce que il faut pas non plus prendre ceux qui nous gouvernent pour des idiots complets. Certains le prétendent que nous avons aujourd'hui un gouvernement incompétent. Je ne le crois pas. Je pense que les services de l'État français sont remarquablement efficaces, qu'ils sont très bien informés et qu'ils savent tout ça. Alors la question, c'est qu'ils le savent et ils ne disent rien. Donc ils ne disent rien, donc ils sont complices. Eh bien, il faut quand même que nous, Radio Courtoisie, nous disions que c'est pas acceptable. Et il faut que les Français se renseignent. Il faut qu'ils résistent devant cette situation inacceptable qui consiste à imposer des traitements inefficaces, coûteux, pour lesquels ils paient des impôts et qui risquent de porter une atteinte grave à leur santé. Alors, bien sûr, nous arrivons quand même à cette fin d'émission à
Disons, nous avons encore quelques minutes, bien sûr, mais nous arrivons à un tableau extrêmement noir, finalement. Bon, il est évident qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on peut ne pas dire, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais malgré tout, si vous voulez, vous êtes dans une situation où on est complètement dépendant de l'honnêteté des laboratoires pharmaceutiques, et on voit, par exemple, la répétition des scandales. On se rend compte que la pression pour faire adopter des médicaments inutiles, alors on n'a pas parlé par exemple des statines, des choses comme ça, bon alors bien entendu des traitements inutiles sur le plan, c'est-à-dire qui n'apportent rien du point de vue de la préservation de la vie des patients. Eh bien, tout ceci fait que dans le monde industriel de la pharmacie, eh bien, la tentation, c'est d'en faire un business, si j'ose dire, une entreprise uniquement tournée vers le profit. Alors, également, docteur Dalberg, je voudrais rappeler quand même que l'évolution récente de la pharmacie dont on a parlé, depuis une dizaine d'années, les laboratoires pharmaceutiques ne font plus ou de moins en moins de recherche interne. C'est-à-dire que la recherche interne des laboratoires de pharmacie, c'est une époque révolue. Aujourd'hui, les médecins les spécialistes qui sont dans les laboratoires pharmaceutiques, eh bien, leur travail principal consiste à faire le tour des congrès scientifiques pour déceler les nouvelles molécules qui ont été mises au point à l'université et éventuellement les racheter pour pouvoir les mettre au point C'est-à-dire qu'en fait, les laboratoires pharmaceutiques deviennent des entreprises de commerce. C'est-à-dire que leur activité essentielle, ça consiste à identifier des nouveaux produits et à les vendre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est plus eux qui inventent les nouveaux produits. C'est comme si un avionneur, il disait, je vais me promener dans le concours Lépine et je vais voir quels sont ce qui est inventé localement et je vais à ce moment-là prendre ces inventions pour les commercialiser. Est-ce que j'exagère en disant ça ? Non, vous exagérez à peine, puisque ça revient moins cher d'aller acheter un médicament qui est au début de son développement dans une petite société ou qu'on appelle une start-up, une société qui vient de démarrer, voilà, ou racheter ça à un laboratoire public, comme c'est le cas, nous l'avons vu dans le cas du garde d'asile. C'est beaucoup plus rentable financièrement parce que ça prend en compte le fait que déjà quelques pots cassés ont déjà été utilisés, on a déjà prouvé qu'ils étaient peut-être pas si dangereux que ça est peut-être un peu efficace. Mais je crois que le fond du problème, on l'a bien débattu, mais le fond du problème est beaucoup plus grave. Il s'agit de manque de transparence sur les conflits d'intérêts pour l'industrie pharmaceutique. Et le conflit d'intérêts, à partir du moment où vous êtes un expert et que vous avez ce que j'appelle une distorsion cognitive, c'est-à-dire que vous ne pensez plus honnêtement, parce que vous avez touché beaucoup d'argent de la part de laboratoires, et c'est quelque chose que nous décrivons de manière extrêmement détaillée, avec Anne-Laure Barret dans notre ouvrage, Omerta dans les labos pharmaceutiques. Eh bien, c'est quelque chose qui a été pris en compte aux États-Unis, mais qui est absolument pas pris en compte en Europe, et en particulier en France. Moi, je voudrais lire je vous en prie, quelques lignes. On a un peu de temps. Faites-le, on a quelques minutes. Quelques lignes sur un rapport qui a été fait par la Commission européenne sur la situation de la corruption en Europe. Il y a eu un rapport général et puis chaque pays a droit à sa copie. Vous voyez, parce que maintenant Bruxelles nous parle comme à des mômes en disant vous allez faire votre devoir. Oui, nous sommes subordonnés. Nous sommes subordonnés à l'autorité de Bruxelles. Bon, je rentrerai pas dans le détail pour dire si c'est valable ou pas. En tout cas, ce rapport a le mérite d'exister. Il date du 3 février 2014. Vous voyez que c'est il y a pas longtemps. Et ça s'appelle France, rapport anti-corruption de l'Union européenne. Et là, attention. On vient de parler des conflits d'intérêts. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Dans ces rapports annuels 2010 et 2011, le SCPC, c'est le Service central de prévention de la corruption. C'est un organisme français qui, en gros, observe ce qui se passe au niveau de la corruption en France. A analysé tous les aspects liés au conflit d'intérêts. D'après les données recueillies par le SPC pour l'année 2010, 13 condamnations ont donné lieu à des peines d'emprisonnement avec sursis et 9 à l'infliction d'amendes comprises entre 2167 € et 5400 €. Voilà, tout est dit. D'abord, il y a très peu de gens qui sont poursuivis pour conflit d'intérêts, mais est-ce qu'il existe une loi? C'est interdit, c'est interdit dans le code pénal.
Et ceux qui se font attraper, c'est 13 condamnations. Et c'est des amendes dérisoires, parce que vous vous rendez compte de qui on parle. Là, on est en train de parler des grosses entreprises. Ce sont des gens qui ont, qui touchent des centaines de milliers d'euros, et pour ne pas dire davantage. Voilà. Et aucune peine d'emprisonnement. Voilà. Et encore pire, sur la corruption transnationale. Alors, le SCPC, dont on parlait tout à l'heure, l'organisme officiel français qui surveille la corruption, le groupe de travail de l'OCDE, c'est un groupement économique européen sur la corruption, ont exhorté la France à redoubler d'efforts pour prévenir la corruption dans les transactions commerciales internationales effectuées par les sociétés privées et les entreprises publiques. En outre, l'OCDE a relevé pour ce rapport que les sanctions ne semblent pas efficaces, proportionnées et dissuasives. Par exemple, lorsque les personnes physiques ont été condamnées, des peines d'emprisonnement avec sursis et des amendes maximales de 60 000 euros leur ont été infligées. C'est hallucinant. Donc voilà, en gros... C'est-à-dire que vous avez des gens, bon, ils peuvent ramasser des millions de pots de vin et de corruption, et si jamais ils se font prendre, ils ont une condamnation avec du sursis et une amende de 10 000 euros. Bon, à ce moment-là, c'est n'importe quoi. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, on est dans une situation, je dirais, extrêmement noire. Et il faut bien le dire, c'est-à-dire que ça dépasse, je dirais, le simple exercice de la médecine, le simple exercice de la vie des laboratoires pharmaceutiques. On ne peut plus avoir confiance. Et lorsque la confiance disparaît, la seule chose qui reste aux citoyens que nous sommes, c'est rentrer en résistance et se renseigner. Rentrer en résistance, ça veut dire que si, par exemple, vous avez un médecin il vous dit, ben voilà, c'est obligatoire de se vacciner contre le papillomavirus. Eh bien, vous allez dire, qui a décidé de cette obligation? Je sais que ça ne marche pas, je refuse. Alors, refuser n'est pas toujours facile, parce que vous avez beaucoup de parents qui vous diront qu'ils doivent emmener leurs enfants en crèche ou à l'école, et parfois certaines écoles rendent les vaccinations obligatoires. Mais il faut, dans tous les cas, se renseigner, et je pense qu'Internet est encore un endroit qui permet ces choses-là. Alors, ceci étant, eh bien, nous avons fait le tour d'une réalité pas très agréable, docteur Dalbert. Je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie. Nous avons le privilège de recevoir le docteur Bernard Dalbert, qui a écrit avec Anne-Laure Barré ce livre remarquable, Omerta dans les laboratoires pharmaceutiques, Confession d'un médecin chez Flammarion. Et comme autre livre qui abonde dans ce sens, le livre de l'ancien directeur du laboratoire Lilly, John Virapen, Médicaments, effets secondaires, la mort. Les laboratoires nous trompent, les éditions du Cherche Midi. Et pour conclure, eh bien, qui s'intéresse réellement au fait que les effets secondaires des médicaments non désirés, non prévus, non signalés, font entre 20 000 et 40 000 morts par an en France? Du point de vue extrêmement pragmatique, si on observe ce qui se passe, personne. Il y a quelques années, avec raison, on a mis en place des actions publiques fortes pour diminuer le nombre de morts sur la route. Il y en avait 10-12 000. Bon, on a réussi, on est descendu à 3 000. Là, on est dans une autre magnitude. On est au minimum à 18 000 morts. Alors je ne dis pas que si on faisait une action forte pour mettre un peu d'ordre et de ménage sur l'utilisation des médicaments qui sont parfois dangereux, hélas, puisse diminuer 100%. C'est un peu comme les accidents de la route, on n'arrivera jamais à zéro. Mais je pense qu'on devrait quand même s'y intéresser. D'autant qu'au niveau européen, et là ce sont des chiffres officiels de la communauté européenne, les accidents médicamenteux créent 200 000 morts par an. Vous avez bien entendu, 200 000 morts par an, ce sont des chiffres officiels. À tel point que vous avez certains médecins, certains politiques qui ont écrit à certains dirigeants européens pour leur dire qu'est-ce qu'on fait. Notamment en Angleterre, David Cameron a reçu une lettre de l'Imperial College avec beaucoup de signataires en disant écoutez, il faut faire une action, il faut faire quelque chose. Or, il se passe rien, ni en Angleterre, ni chez nous, ni parce ailleurs. Que bien entendu, si on voulait, disons, éliminer les médicaments inutiles, alors on pourrait citer le livre de Philippe Even et Bernard Debré, le guide des 4000 médicaments inutiles et dangereux, qui est quelque chose de très remarquable, parce que vous avez une somme et qui décrit en quelque sorte un certain nombre de véritables scandales. Mais ceci étant, eh bien, en réalité, il y a beaucoup de médicaments qui sont vraiment prescrits pour rien et qui ont des effets secondaires sérieux. Donc, je dirais aussi à nos auditeurs, eh bien, essayez d'éviter de prendre des médicaments si vous n'y êtes pas absolument forcé. Et puis surtout, s'ils veulent faire quelque chose, agir en tant que citoyen sur le plan politique.
il y a des députés dans ce pays, il y a des sénateurs, des représentants politiques qui se battent dans toutes les lignes politiques, dans tous les camps, de gauche comme de droite, qui se battent pour plus de transparence, qui se battent pour faire interdire des médicaments lorsqu'ils les estiment inutiles et dangereux. Il faut pousser ces représentations publiques et de manière pratique voter pour eux et les soutenir. Voilà. Malheureusement, ils sont pas beaucoup. Ça tient sur les doigts des deux mains. Il n'y a personne dans l'exécutif qui aujourd'hui a dit on va faire une grande cause nationale, la lutte contre la mortalité des médicaments. Ce que je voudrais rajouter, c'est que pour rassurer quand même un peu tout le monde, c'est que la grande majorité des industriels sont honnêtes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils le signalent, mais la porte est grande ouverte, mais alors vraiment grande ouverte pour ceux qui ont des volontés, des velléités de corruption. Donc c'est cela qu'il faut arrêter. Bon, écoutez, pour les médicaments, c'est comme si vous laissiez la porte de votre appartement ouverte et en espérant que les cambrioleurs n'entreront pas. Merci, docteur Dalberg. Nous avons encore une fois le privilège d'avoir vos lumières. J'espère que vous reviendrez parler de ces questions qui intéressent tous nos auditeurs et qui sont, disons, en premier dans leurs préoccupations puisqu'il s'agit de leur santé. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, docteur Dalberg.